La grippe est une infection virale qui touche un grand nombre de personnes à travers le monde entier. En raison de son impact significatif sur la santé publique, nous allons comprendre les mécanismes de transmission et les méthodes de prévention pour atténuer son impact au sein de la population. Bienvenue dans Urgence Santé, ici sur ce plateau avec Rosnana, docteur en pharmacie. Docteur Rosnana, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci. Alors, vous êtes docteur en pharmacie. Et ce soir, avec vous, nous allons parler de la grippe. Pour commencer, docteur, il est courant d'entendre les expressions du genre « je suis enrhumé »,« je suis grippé », des expressions qui parfois prêtent à confusion. Pouvez-vous, sur ce plateau, nous relever la nuance qu'il y a entre les deux maladies? Alors, il existe une différence entre la grippe et le rhume, d'autant plus que ils ont quand même, les deux maladies, les deux pathologies auront quelques similitudes, mais il y aura des différences comme ça notoires qui pourront faire à ce que le médecin, le pharmacien ou l'épidémiologiste puissent faire un diagnostic différentiel. Alors, il faut noter déjà que la grippe, que ce soit de la grippe ou du rhume, les deux vont être dus à un virus. On parle donc d'infection. Donc, dans le cas de la grippe, on va avoir ce qu'on va appeler donc, le virus de l'influenza, alors que dans le cas du rhume, on va plutôt avoir un rhinovirus. Donc, les deux vont être dus à des virus et les deux vont avoir des symptômes pratiquement identiques. C'est-à-dire, dans les deux cas, on va avoir des symptômes communs comme la toux, on va avoir des rhinorrhées, ce qu'on va donc appeler des écoulements nasales. On risquera d'avoir des courbatures dans les deux cas. On va avoir des éternuements, on va avoir parfois une élévation de température, donc une fièvre, on va avoir des courbatures, un épuisement, ce qu'on va donc appeler une asthénie générale. Mais la différence flagrante donc, entre la grippe et le rhume va se situer au niveau de quelques points, parmi lesquels, pour ne citer que celui-ci, ça va être donc une fièvre notoire. Une fièvre notoire. Une fièvre notoire. Dans le cas de la grippe, l'individu va obligatoirement avoir une fièvre. Donc une température qui va s'élever au-delà de 38,5 degrés Celsius. Alors qu'avec le rhume, un individu peut avoir tous les symptômes que nous avons précités, mais il ne va donc pas développer de fièvre. À ce moment donc, on aura donc une facilité à faire une différence entre la grippe et le rhume. Donc on aura les mêmes symptômes, mais la différence notoire sera donc la fièvre au niveau de la grippe et l'absence de la fièvre au niveau du rhume. Alors, je vais revenir sur les symptômes en ce qui concerne la grippe, mais permettez que je vous pose cette question. À propos de la fièvre, docteur Ross, quelle est la température, surtout au niveau des enfants, parce que vous avez des mamans qui aujourd'hui usent de leurs mains son thermomètre, la maman met juste la main pour juger la température de l'enfant. Quelle est la température optimale et quel est le moyen pour poser le diagnostic de la fièvre? Alors, la fièvre, on parle de fièvre lorsqu'un individu va avoir une température qui va comme ça atteindre et dépasser 38 degrés de Celsius. La température normale d'un individu en bon état est de 36,5 degrés. Qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'un adulte. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, la température va être comme ça, compose autour de 36,5 degrés Celsius. Lorsque l'individu, un enfant ou un adulte, va faire comme ça 38,5 degrés Celsius de fièvre, de température, on parle donc d'une hyperthermie, donc d'une élévation de la température corporelle. À ce moment-là, on parlera de fièvre. Mais attention, il faut noter que pour faire que le diagnostic soit comme ça vérifié, soit comme ça définitif, il faudrait que l'individu vers qui on fait ce prélèvement donc, de température puisse être au repos. Donc on parle de fièvre lorsqu'on est à 38 degrés de Celsius de température, mais au repos. Au repos. Parce qu'il peut arriver vous n'êtes pas en mouvement, vous êtes au repos, voilà. Exactement. Parce qu'un individu qui a marché, qui fait une activité physique peu intense ou intense, va comme ça, de par son métabolisme, son fonctionnement de l'organisme, produire de la chaleur. Et on risquerait de confondre et de dire que l'individu est donc atteint d'une fièvre. Donc 38 degrés Celsius, c'est donc à partir de cette température qu'on peut dire qu'un individu est atteint donc d'une fièvre. Alors, la pratique courante qui va donc permettre à la maman de pouvoir jauger la température de l'enfant avec donc, sa paume de main, son bras, on va dire que c'est une méthode, les médecins appellent cela une méthode grossière. Donc, une méthode grossière. Une méthode grossière. Ce n'est pas une méthode qui va être exacte, qui va nous donner une température exacte, mais néanmoins, ça va permettre à la maman de savoir, puisqu'elle est toujours en contact et souvent en contact avec son enfant, de savoir que là, il y a donc une différence de température
il y a donc à s'alarmer, il y a donc à apprendre à utiliser tel et tel autre moyen pour pouvoir donc faire baisser cette fièvre. Ce n'est pas une pratique à encourager, mais c'est déjà une pratique qui va comme ça permettre à la maman d'avoir son premier diagnostic, bien qu'il ne soit pas vrai à 100%, mais au moins ça l'aiderait déjà à pouvoir donc avoir une direction à suivre. Alors, s'agissant des symptômes, il arrive qu'on constate la perte de l'odorat, des frissons, un mal de gorge, et les gens se demandent pourquoi ces symptômes alors qu'avant, ce n'était pas ainsi. Alors oui, il peut y avoir certains symptômes, surtout avec le cas de la grippe, parce qu'il faut noter que la grippe va être due au virus influenza, mais il va donc à nos jours, à la date d'aujourd'hui, il existe plusieurs types de virus qui vont être dus au virus influenza. Il y en a pour être exact 4. Il y a le virus influenza de type 1, de type A qu'on va appeler, de type B, de type C et de type D. Alors les 4 types vont donc avoir comme ça des symptômes différents. Il y a donc des grippes qui vont être chez un individu moins graves et paraître moins graves que chez d'autres individus. Mais dès qu'on va avoir, on va avoir des symptômes typiques comme la fièvre, comme la toux et autres, on saura qu'on est en face d'une grippe. Alors, il peut aussi avoir donc, la perte de l'odorat, comme vous l'avez dit, la perte de l'odorat ou du goût. Mais ça n'arrive pas toujours dans tous les cas. Il peut arriver qu'un individu manifeste et développe une grippe, ce qu'on va même parfois, dans certains cas, appeler un syndrome grippal. Donc, tous les symptômes de la grippe vont apparaître, mais sans pour autant donc, avoir la perte de l'odorat et du goût. Généralement, et c'est ce qui a permis donc pendant la période Covid que l'on puisse diagnostiquer, faire la différence entre la grippe et le coronavirus. Parce que la différence se situait effectivement là. Quand on avait la perte donc, de l'odorat et du goût, le diagnostic différentiel se faisait presque automatiquement. La perte de l'odorat et du goût, généralement, fait dire donc un coronavirus. Mais est-ce que ce n'est pas le retour du coronavirus? Parce que ça inquiète, Dr Ross. Alors, retour du coronavirus, on va dire non. Parce que le virus de la grippe, le virus influenza est un virus qui se mute, qui va avoir donc des périodes de mutation donc des variations tout le temps. On ne peut pas avoir un même type de virus influenza tout au long de l'année. Au courant de l'année, donc après plusieurs saisons, quand on passe d'une saison à une autre, on va donc avoir des mutations de virus, ce qui va même donc donner une grosse difficulté aux médecins de pouvoir trouver donc des vaccins. Parce que pour avoir un vaccin, il faudrait donc avoir un virus qui va presque pas muter tout au long de l'année, ce qui est différent avec le virus influenza. Qui va rester intact, qui ne va pas changer à tout moment. Voilà. On va donc facilement trouver son matériel génétique et on pourra facilement trouver un vaccin, ce qui est difficile et presque impossible avec le virus de la grippe, parce qu'il mute tout le temps. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, quelque part. Une bonne chose, pourquoi? Parce que il est démontré que si on éliminait quasiment la totalité du virus influenza, des virus qu'on a donc dans notre environnement, l'homme risquerait donc d'avoir un coût même au niveau de sa vie. L'homme, pour vivre, est obligé de pouvoir cohabiter donc avec des virus. Si une expérience avait été faite aux États-Unis où on avait mis un individu dans un endroit complètement sain, où il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait pas de virus, lorsque cet individu a été retiré de cet endroit pour être mis donc, dans un environnement commun, cet individu n'a pas supporté longtemps, il a craqué, parce qu'il n'avait pas été en contact avec donc, les virus. Les virus permettent donc à l'individu d'avoir donc ces échanges biologiques. Donc les virus sont quelque chose de bon pour l'individu. Je vois pourquoi à l'université, notre professeur de microbiologie nous disait les virus, les microbes sont nos amis, il faut juste savoir les parler. Exactement, ils sont nos amis. Ils sont nos amis. Alors de plus en plus, les hôpitaux sont débordés pour cause de grippe. Est-ce une épidémie qui sévit dans la ville? Oui, actuellement, il y a une épidémie qui est en train de sévir. Déjà, pour qu'on parle d'une épidémie, il faudrait que le contexte, le mot épidémie doit être donné par des épidémiologistes, c'est-à-dire des médecins qui vont donc avoir pour travail de pouvoir donc déterminer qu'il existe une épidémie dans un coin donné donc de la ville ou du pays. Et pour ce faire, il doit avoir ce qu'on appelle des instituts de veille. Les instituts de veille sont donc des groupements qui vont être dirigés par des médecins et qui vont donc permettre à ces médecins d'avoir donc une courbure de l'évolution d'une maladie. Ce qui va donc faire dire à cet institut de veille que, non, que donc en cette phase, nous sommes donc en phase d'une épidémie. Et actuellement, avec donc
la croissance des différents cas que nous pouvons rencontrer dans nos pharmacies, dans les hôpitaux, on est clairement en face d'une épidémie de grippe qui est en train de frapper. Mais il faut noter qu'en général, une épidémie de grippe va durer en moyenne 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Donc on va avoir comme ça un pic, une variation très élevée, un épilogue, mais ensuite, après les 8 semaines, la courbure va donc tomber et la grippe va disparaître. Et on parle de la grippe saisonnière, c'est bien cela? La grippe saisonnière, c'est bien cela. C'est donc une grippe qui va donc apparaître par saison. Il y aura une saison où on va donc avoir une élévation du nombre d'individus atteints, et il y aura une saison où on ne va pratiquement pas plus les avoir du tout. Est-ce qu'il s'agit des deux grandes saisons, la saison de pluie, la saison sèche? C'est à ce moment-là que nous avons des pics de grippe? Oui, en général, il y a donc des pics de grippe quand on passe d'une saison à une autre. C'est très simple à comprendre, tout simplement parce que la muqueuse nasale de l'individu, pendant la période sèche, va donc être asséchée par manque d'eau. Et donc, lorsqu'on passe d'une saison sèche à une saison beaucoup plus pluvieuse et humide, cette muqueuse qui était asséchée va être inflammée. On va donc parler d'une inflammation. C'est donc généralement pendant ce temps de passage qu'on va donc avoir comme ça des épidémies, des flambées de cas d'individus qui vont souffrir de grippe. Alors, très souvent, la grippe s'accompagne du paludisme. Y a-t-il un lien entre les deux pathologies? Lien entre la grippe et le paludisme, un lien direct, on dirait non. Mais pour les individus, surtout pour nous qui sommes donc en zone tropicale, où il y a donc comme ça beaucoup de Plasmodium falciparum comme ça en jeu, il faut noter que lorsque un individu est grippé, lorsqu'un individu est atteint donc du virus influenza, ce virus qui va pénétrer dans l'organisme va donc jouer comme un rôle de parasite. Il va donc comme ça aller réveiller certaines maladies qui étaient déjà donc là, qui étaient même en période d'incubation. En période de latence. En période de latence, voilà, en période de latence. Et ce qui va donc faire qu'en zone tropicale, l'individu va avoir dans son sang presque quasiment toujours du Plasmodium falciparum. Donc lorsqu'un individu est donc atteint de grippe, ça ira donc parasiter donc ces cellules-là qui sont atteintes déjà de paludisme et vont donc réveiller les symptômes du paludisme. D'autant plus qu'il faut noter que les symptômes du paludisme et les symptômes de la grippe sont quasiment identiques. Oui, on va avoir des courbatures d'un côté, des courbatures de l'autre. On va avoir des pertes d'appétit d'un côté, des pertes d'appétit de l'autre, des douleurs musculaires et toutes sortes, tout ce genre de choses. Ce qui va donc faire que ces deux maladies seront donc des maladies qui vont donc parfaitement cohabiter. Alors, peut-on parler de facteurs de risque dans le cas de la grippe? Oui, il y a des individus comme ça qui sont beaucoup plus sujets de souffrir de la grippe. Déjà, il y a des facteurs qu'on va appeler des facteurs héréditaires. Des facteurs héréditaires. Des facteurs génétiques. Un individu qui sort d'une famille, d'un pédigré, où les aïeux avaient comme ça la facilité d'attraper une grippe facilement, va aussi comme ça développer ce qu'on va appeler en termes médicaux une immunodépression. Une immunodépression. Une immunodépression. Donc un individu qui va avoir son immunité qui n'agit pas correctement face au virus. Ce genre d'individu, même quand il a comme ça un petit pic d'épidémie de grippe, il va facilement être atteint. Donc il y a ces prédispositions génétiques, il y a comme ça des pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypotension, l'hyperthyroïdie. Donc le fait qu'un individu va donc avoir ces glandes thyroïdiennes qui vont donc s'enflammer, il va être comme ça sujet à avoir une grippe facilement. Une femme pendant la période de grossesse est un sujet à risque. Des personnes âgées, parce qu'ils sont sujets à risque puisqu'ils vont développer des maladies cardiovasculaires, coronaires, mais aussi des enfants et des nourrissons. Voilà donc la tranche d'âge des personnes à risque. Alors, à propos de la grippe, quelles sont les mesures à prendre pour soulager les symptômes? Alors, pour soulager les symptômes de la grippe, déjà, il faut prendre un certain nombre de mesures préventives d'abord, avant donc d'avoir des mesures curatives. Il faut donc utiliser de la prévention. Et pour prévenir la grippe, en se rapprochant déjà de son pharmacien, de son médecin, il saura quel type de produit vous donner aux patients pour pouvoir donc prévenir donc, ces périodes d'épidémie qui donc frappent saisonnièrement la population. Donc vous parlez de prendre un traitement, de prendre un médicament avant même que vous ne développez la grippe. De prendre un traitement préventif. Oui, c'est le cas par exemple des médicaments qu'on appelle très couramment des anti-allergiques. Des anti-allergiques. Ce sont des produits qui marchent très bien en prévention plutôt qu'à la cure. Si vous prenez un anti-allergique, un antihistaminique pour la cure, c'est 50% de chances que cela marche, alors que lorsque vous le prenez pour la prévention, ça marche presque à tous les coups. Donc il y a comme ça de la prévention à faire.
d'éviter donc les bains de foule, surtout lorsqu'on s'approche des périodes à forte épidémie, d'éviter toutes sortes de ce genre de choses. Maintenant, une fois que l'individu est déjà atteint, parce qu'il faut noter que la grippe va avoir une période d'incubation qui va aller de 1 à 3 jours. De 1 à 3 jours. C'est-à-dire lorsque la personne a été comme ça atteinte par un mucus, par le postillon, par un liquide de l'individu infecté, au bout de 3 jours, le récepteur va déjà être malade. Et donc, cette période va être appelée période d'incubation et les symptômes vont apparaître autour du 3e jour. Voilà, donc après le 3e jour. Après le 3e jour. Voilà pourquoi les symptômes de la grippe, déjà, pour les différencier, comme nous avons parlé au tout début avec le rhume, les symptômes de la grippe apparaissent presque toujours brutalement. Oui, souvent c'est brutal. Souvent c'est brutal. Brusquement. Voilà pourquoi on dit même d'ailleurs cette expression qui est beaucoup utilisée par les médecins qui dit que la grippe nous agrippe. C'est-à-dire que les symptômes de la grippe apparaissent presque toujours automatiquement. Ce qui n'est pas le cas avec les symptômes du rhume qui apparaissent progressivement. Donc là aussi, c'est déjà un diagnostic différentiel, une méthode qui peut donc nous permettre de faire la différence, entre le rhume et la grippe. Entre le rhume et la grippe. Une fois donc que l'individu est atteint de la grippe, il faudrait déjà s'assurer que c'est bien la grippe. Et après, pour le traitement, pour la cure, le traitement est en général très facile parce qu'il faut premièrement déjà avoir simplement un temps de repos. Le repos est donc le repos est très important. Très important parce que ça va permettre au métabolisme de l'organisme de pouvoir donc être beaucoup plus lent. Plus vous vous dépensez, plus vous êtes en activité physique, moins la grippe va être traitée rapidement, même si vous prenez un traitement. Donc il faut un temps de repos et ensuite il faut beaucoup s'hydrater. Donc beaucoup boire. Beaucoup boire de l'eau, consommer des boissons qui vont avoir suffisamment d'eau, de l'eau oxygénée et autres. Ça va permettre à l'organisme de pouvoir donc reprendre de l'eau qu'il est en train de perdre. Parce qu'il faut noter que lorsque l'individu est atteint de grippe, il va avoir des écoulements nasales, des rhinorrhées. Donc l'individu va perdre énormément d'eau. Il faut beaucoup s'hydrater. Et à côté de cela, prendre certains cachets qui sont vendus en pharmacie, qui vont donc arrêter la propagation du virus. Et nous allons revenir sur le traitement préventif. Qu'est-ce qu'il sait de faire? Parce que vous avez des gens qui sont vraiment, qu'on va dire, exposés à la poussière. À ce moment-là, quels sont les gestes à utiliser pour éviter de développer des grippes tout le temps? Pour éviter déjà d'en développer, pour la prévention, avant même de parler de certains gestes, il y a déjà ce qu'on appelle donc un vaccin. Un individu qui prend son vaccin, le vaccin est d'ailleurs ce qui est différent d'un sérum, c'est que le vaccin est pris pour la prévention. Le vaccin contre la grippe. Contre la grippe est pris pour la prévention. Ça existe, c'est un vaccin qui est vendu en pharmacie, dans les différentes pharmacies, et on peut s'en procurer. Et cela va donc protéger l'individu pendant une très longue période. À peu près une période de combien de temps? Une période, c'est en général un semestre, 6 mois. 6 mois. Que ce vaccin donc, va agir dans le corps. Parce que ce vaccin n'aura pas d'efficacité suite à la mutation des virus pour lesquels il était injecté. Ce qui va faire donc que cela va avoir une période d'efficacité d'environ 6 mois, 7 mois, voire 8 mois. Donc pour les mesures préventives, il y a donc déjà le vaccin, mais aussi il va avoir donc les gestes barrières, donc si possible avoir donc son masque, son cache-nez pour se protéger. On va revenir sur les gestes dictés lors de la Covid. Lors de la Covid, exactement. On va avoir les mêmes gestes. Se laver les mains, éviter d'être en contact avec la poussière, donc éviter d'être trop longtemps exposé à la poussière et au soleil, parce que ce sont des facteurs à risque qui vont donc donner la facilité au virus de la grippe de pouvoir donc se développer facilement dans l'organisme. Donc éviter toutes sortes de choses, ce genre de choses, en général, déjà met à l'abri contre la grippe. Et pour éviter de contaminer les autres, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout quand vous avez la toux? Parce qu'on en voit, hein, surtout dans les endroits clos, il y a des gens qui toussent comme ça massivement, qui touchent devant les gens. À ce moment-là, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, la CAT devant cette situation sera la même que dictée lors de la pandémie à coronavirus. C'est-à-dire, s'il faut donc avoir un repos de travail et pratiquer du télétravail, ça sera bien souhaitable pendant ce moment-là. D'autant plus que le télétravail actuellement est à la hausse et utilisé dans pratiquement toutes les entreprises de la place. Mais à côté de cela, il faudrait, lorsque l'individu veut tousser donc au niveau du creux de son bras,
Au niveau du creux de son bras. Au niveau du creux de son bras. Pas au niveau de la paume. Non, non, pas au niveau de la paume, parce qu'après, on risquerait donc de toucher le poignet, on risquerait donc de toucher une barre de fer au niveau dans un transport en commun, et donc la propagation du virus sera trop rapide. Donc il faudrait que l'individu se constitue en barrière contre donc la propagation du virus. Alors, plusieurs produits pharmaceutiques sont en train d'être retirés sur le marché, pour ne citer que le cas donc, de Fervex, un produit qui, entre guillemets, a fait ses preuves dans la lutte contre la grippe. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui rassurer le citoyen lambda et le motiver dans la prise de certains médicaments qui jusque-là ne font pas encore mauvaise presse? Déjà, en ce qui concerne le Fervex, il faudrait quand même notifier quelque chose, c'est que le Fervex qui avait été retiré par l'Agence nationale de sécurité du médicament, en sigle ANSM en France, avait été retiré à cause d'un de ses principes actifs, c'est-à-dire le principe actif qu'on va donc appeler la pseudoéphédrine, qui est un médicament de la famille, qui est une amine mimétique, c'est-à-dire qui joue le rôle de décongestionnant. C'est un médicament qui a fait ses preuves et qui a traité beaucoup de patients déjà durant les précédentes décennies. Mais ce qu'on a reproché au Fervex, à ce Fervex, parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs types de Fervex, et les Fervex qui sont vendus communément dans les différentes pharmacies ne contiennent pas de pseudoéphédrine. Celles que nous vendons dans nos pharmacies contiennent 3 principes actifs, à savoir la vitamine C, le paracétamol et un antihistaminique de type H1. Donc il n'y a pas de pseudoéphédrine. Celle qui avait été retirée, c'est celle qui contenait donc de la pseudoéphédrine. Il faudrait utiliser une bonne eau pour faire donc un lavage, ce qu'on va donc appeler un lavage au niveau des narines. Mais il faudrait aussi savoir la contenance donc de cette eau. Voilà pourquoi utiliser de l'eau non traitée ne serait pas trop une bonne chose pour laver les narines d'un enfant, d'un nourrisson ou même d'un adulte. Ce qui est conseillé de faire, c'est d'utiliser un sérum physiologique. Un sérum donc physiologique. de l'eau, mais qui va donc être traité pour pouvoir donc guérir donc de l'eau salée, du chlorure de sodium par exemple? Du chlorure de sodium, mais du chlorure de sodium traité. Traité. C'est-à-dire pour avoir du sérum physiologique, on peut donc le fabriquer même à la maison chez soi. Même à la maison, ça peut se fabriquer. C'est une pratique très simple. Il suffit simplement de prendre avec une balance à petit poids, il suffit de prendre 0,9 g de sel de cuisine qu'on mélange dans 100 ml d'eau. Une fois qu'on a 0,9 mélangé dans 100 ml d'eau, on a exactement le même sérum physiologique qu'on vend en pharmacie. Et donc, on peut utiliser donc, pour nettoyer ses narines, pour nettoyer ses yeux, ses oreilles et toutes les autres parties de son corps. Alors, pour aller dans le même sens, beaucoup optent pour la phytothérapie pour venir à bout de certains maux dans le cas de la grippe. Est-ce que c'est le bon choix ou il y aurait des inconvénients? Tout produit, qu'il soit de la phytothérapie ou qu'il soit chimique ou pharmaceutique, va avoir des effets des avantages, mais aussi des effets qui ne seront pas très avantageux. Mais seulement, il faut quand même essayer de voir le rapport bénéfice-risque. La phytothérapie est une bonne chose. C'est d'ailleurs même une partie de la médecine qui est vraiment en train d'évoluer, puisque les médecins sont en train de s'affirmer, de s'accorder pour dire que la phytothérapie a plus de bénéfices que ne va donc avoir la thérapie à base des produits chimiques. Donc, utiliser un produit à base de la phytothérapie est une bonne chose. Pour ne prendre l'exemple que des huiles essentielles. Les huiles essentielles. Lorsqu'un individu est atteint de la grippe, il suffit simplement à cet individu de trouver une bonne huile essentielle, d'inhaler cela et en général, au bout de 2-3 jours, la grippe passe. Pour ne citer que l'exemple de l'huile essentielle à base de l'eucalyptus, de l'eucalyptol ou de l'huile essentielle à base qui est d'ailleurs jusqu'à ce jour la meilleure huile essentielle de Ravinsara. C'est une huile qui est donc tirée d'une plante malgache et qui va donc traiter la grippe en 2-3 jours. Alors, dans cette question de phytothérapie, on voit beaucoup de personnes consommer beaucoup de citron, beaucoup de fruits dont l'acidité est très élevée. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait un risque au niveau de l'estomac ou bien c'est passable? Oui, en utilisant du citron, ce qui fait que l'opinion publique, que les gens utilisent beaucoup plus de citron, tous ces genres de produits, c'est à cause déjà de leur contenance. Parce que le citron va avoir une forte teneur en acide ascorbique, donc la vitamine C. La vitamine C. Et nous savons que la vitamine C aide au niveau de l'immunité. Voilà. Donc pour les individus ça renforce l'immunité. Et donc ça permet à l'individu de guérir de la grippe sans même avoir eu à consommer tous les autres produits. Mais il faut faire quand même attention de ne pas en consommer trop
parce que la muqueuse gastrique n'aime pas trop tout ce qui est acide. Donc le citron risquerait donc d'enflammer, de faire réagir la muqueuse gastrique, et un individu comme ça risquerait de souffrir des problèmes liés à l'estomac à la longue. Alors, il faut en consommer avec modération. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Plus que cette dernière question avant de nous séparer. La météo annonce des périodes de grande chaleur dans les jours qui viennent. Y a-t-il un comportement à adopter pour être tant soit peu à l'abri de la grippe? Oui, pour être à l'abri de la grippe, c'est simplement de respecter un certain nombre de mesures, déjà, parmi lesquelles déjà éviter d'être exposé longtemps à la chaleur, parce que la sécheresse donc, que va donc avoir l'air à l'extérieur risquera d'enflammer donc les muqueuses nasales et donc de produire la grippe. Donc c'est d'être à l'abri du soleil, c'est de pouvoir avoir donc un masque et de pouvoir se nettoyer les mains, parce qu'on ne sait pas toujours avec quoi on a été en contact tout au long de la journée. C'est de boire beaucoup d'eau, d'être suffisamment hydraté, et en passant la quantité normale. Beaucoup boire même quand vous n'avez pas de grippe? Même quand on n'a pas de grippe, c'est de bien s'hydrater. Un individu qui est bien hydraté va avoir son métabolisme qui va fonctionner parfaitement, son immunité qui va fonctionner parfaitement, et donc il va résister quand bien même la grippe, le virus d'influenza sera en contact avec lui. Donc c'est de simplement respecter toutes ces choses. Et si on commence à sentir des petits... des démangeaisons au niveau des narines et autres. De la fatigue. De la fatigue, c'est simplement de se rapprocher auprès de son pharmacien, de son médecin, pour trouver un traitement préventif ou un traitement curatif qui, en 2-3 jours, va balayer la maladie. Docteur Ross, merci. Merci. Et ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci. En tout cas, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur Luxe Télévision.